Je vous souhaite la bienvenue au webinaire de présentation du label Territoire Bio Engagé. Vous êtes des collectivités de la région Centre-Val de Loire qui donc pouvaient être intéressées par ce label. L'objectif aujourd'hui, c'est de vous présenter qu'est-ce que Biocentre, quel est le label Territoire Bio Engagé, en quoi il consiste, quelles sont les structures ou les collectivités qui sont éligibles. On aura ensuite le témoignage de Stéphane Garcia, maire de la commune de Saint-Just, qui a été labellisé pour sa restauration collective donc au mois d'avril, une des premières communes labellisées sur la région Centre. Et ensuite une présentation de l'accompagnement de Biocentre auprès des collectivités sur la RHD notamment. Voilà, sur chaque intervention, donc entre chaque partie, on vous laissera poser des questions si vous avez besoin. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat à l'écrit pendant les interventions. Et puis lorsque vous intervenez, n'hésitez pas à donner votre nom et le nom de votre structure, que je puisse avoir un suivi moi en notant. Ça me permettra par la suite de revenir vers vous si besoin. Voilà. Eh ben écoutez, je vous souhaite la bienvenue et le début. Donc, Biocentre, qu'est-ce que Biocentre? C'est l'association de la filière biologique en région Centre-Val de Loire. C'est donc une association loi 1901 à double vocation. Une vocation d'interprofession régionale, donc plus axée sur la filière aval, et une vocation de fédération des groupements départementaux d'agriculteurs bio de la région Centre-Val de Loire, donc en tant que relais régional de la Fédération nationale d'agriculture biologique, dite la FNAB. L'association Biocentre a plusieurs missions sur la région. La première, c'est la structuration des filières, donc de la filière bio en général, mais des filières plus spécialisées aussi. La représentation des producteurs bio de la région Centre et le développement de la production biologique. L'accompagnement des opérateurs aval dans leurs projets de développement. La communication et la promotion des produits biologiques régionaux en restauration collective et auprès du grand public et des professionnels. La sensibilisation aussi des partenaires institutionnels et la défense des intérêts de la bio et de la filière. Ainsi que l'accompagnement des collectivités et des territoires dans la transition agricole et alimentaire, une mission que nous développons depuis octobre 2020. Donc date d'arrivée à mon poste en tant que conseillère territoriale. Le réseau bio, c'est exactement 5 collèges représentatifs, donc qui représentent de l'amont jusqu'à l'aval de la filière, les producteurs, les transformateurs, les distributeurs, les consommateurs et les institutionnels. On est 30 salariés répartis donc dans un réseau bio avec la tête de réseau Biocentre et les 6 associations départementales qui sont les représentations des producteurs de la filière biologique. Donc on est des chargés de développement et des chargés de mission thématique. Sur la partie sur les parties départementales, les associations départementales ont surtout vocation à l'accompagnement des producteurs et au développement de la filière, plutôt amont, et Biocentre est plus centré sur l'aval, même si on a quelques chargés de mission, notamment sur la filière animale et maraîchage à l'échelle régionale. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur Biocentre ou est-ce que je peux continuer? Ok, je continue. Le label Territoire Bio Engagé, c'est donc un label qui valorise l'engagement des territoires dans le développement de l'agriculture biologique. Il a été créé en 2012 par Interbio Nouvelle-Aquitaine, suite au Grenelle de l'environnement, avec comme base 2 critères définis sur les objectifs du Grenelle, donc sur la surface agricole utile bio et sur l'approvisionnement en produits bio en restauration collective. Pour rappel, les objectifs du Grenelle, c'était déjà 6% de la SAU bio au niveau national et 20% de produits bio.
dans la restauration collective. Ces objectifs-là, ils ont été réaffirmés dans le cadre du plan Ambition Bio à l'échelle nationale. Ils sont aussi réaffirmés à l'échelle régionale, avec notamment le schéma régional d'aménagement, de développement et d'équilibre des territoires qui a été validé par la région Centre-Val de Loire en 2019, avec des critères de SAU, notamment d'objectifs, sur lesquels je reviendrai par la suite. On a donc un label pour les collectivités territoriales sur la surface et ou la restauration collective. Les deux critères ne sont pas cumulatifs. Et un label orienté établissement bio-engagé qui là concerne plutôt qui concerne les établissements type collège, lycée, restaurant administratif, cuisine centrale. Territoire bio engagé, c'est c'est maintenant en déploiement sur toute la partie ouest de la France, quasi du sud au nord. Donc c'est une démarche qui, suite à la création en 2012 par Nouvelle-Aquitaine, a aussi été déployée par Occitanie, 2016 il me semble. Et en septembre 2020, c'est 4 nouvelles régions qui sont rentrées dans le déploiement de ce label. Donc avec Centre-Val de Loire, Bretagne, Pays de la Loire et Hauts-de-France. À l'heure actuelle, c'est en tout 219 communes et 41 établissements qui sont labellisés à l'échelle de ces 6 régions. Quels sont les objectifs du label? Le premier objectif, c'est un label de valorisation de la démarche et des engagements des collectivités ou des établissements dans la bio, auprès des habitants de leur territoire, des parents d'élèves, des partenaires, de leurs convives. C'est aussi l'occasion de mettre en valeur les producteurs et les entreprises bio présents sur le territoire et leur production. Ça peut être l'occasion d'initier aussi des projets territoriaux en lien avec la bio, notamment au travers des projets alimentaires territoriaux, au travers des stratégies agricoles des territoires, au travers aussi indirectement des plans climat ou alors des schémas d'urbanisme type SCOT ou PLUI. Voilà. L'objectif du label, c'est vraiment de valoriser, mais ça peut être aussi l'occasion d'initier d'autres projets pour pouvoir atteindre les critères. C'est aussi l'occasion de récompenser le travail des agents des collectivités et des établissements. On sait que l'introduction de produits bio dans une restauration collective, c'est pas toujours simple. Il y a tout un travail de sourcing, d'approvisionnement, de travail des produits aussi qui doit être fait. Et donc c'est vrai que ce label-là, c'est l'occasion de mettre en avant aussi ces agents qui tous les jours font un travail là-dessus. Et puis pour nous, Réseau Bio, c'est l'occasion d'animer un réseau de territoire engagé dans le développement de l'agriculture biologique au travers d'une animation régulière d'information, de sensibilisation, de formation, d'échanges de pratiques qui peuvent être l'occasion pour ces territoires-là d'aller plus loin d'une amélioration continue. Par rapport aux critères de sélection, quels sont les critères? On en a 2, non cumulatifs comme je vous disais, donc la surface agricole utile, un pourcentage de surface agricole utile sur un territoire, avec 7% à l'échelle régionale. Pourquoi 7%? Parce que l'échelle régionale de la SAU est à 4%. Il faut rappeler qu'on est quand même la 13e région en France, donc on est loin d'être modèle là-dessus. Et c'est en cohérence aussi avec l'objectif du SRADET, qui est lui de 7% pour 2025 et de 15% pour 2030. Donc il y a du travail, la dynamique est lancée, il y a une évolution positive chaque année depuis quelques années, mais voilà, il y a encore un peu de travail. C'est vraiment un label de valorisation, donc l'objectif c'est de mettre en avant les collectivités et les établissements qui sont au-dessus de ce label-là, de ces seuils-là. Ensuite, on a un seuil de base approvisionnement en RHD, donc qui est là de 20% actuellement, 20% sur la valeur d'achat et pas sur la quantité. Donc c'est un peu différent de ce que vous pouvez avoir l'habitude de travailler. Ces 20%-là, actuellement, ils sont en cohérence avec la loi Egalim.
et il est identique, ce seuil de base, à l'échelle des 6 régions qui le développent. L'objectif, c'est de garder le même seuil de base pour toutes les régions, contrairement à la SAU où effectivement on a des dynamiques un peu différentes, notamment Nouvelle-Aquitaine et Occitanie qui sont bien au-dessus de nous. Alors, ce seuil donc pour la RHD a vocation à évoluer puisque la loi Egalim sera en application au 1er janvier 2022. Donc, comme on a pour objectif de valoriser et de récompenser les territoires et les établissements qui sont au-dessus de la loi, on est en train d'évaluer et de travailler sur l'évolution de ce seuil à partir du 1er janvier 2022. Je vois une question dans le chat sur l'évolution du pourcentage de SAU. Alors, il a aussi, lui, vocation à évoluer. Pour l'instant, c'est pas le cas. On est toujours à 4%. Les chiffres de 2020, j'espère, vont montrer une petite évolution positive, mais on est encore loin des 7. Donc, pour l'instant, on restera à 7% tant que le niveau régional est encore en dessous des 7%. Ce label-là, c'est aussi une occasion, enfin c'est une volonté d'amélioration continue pour les territoires et les établissements. Effectivement, sur le même principe d'un label que je pense vous connaissez tous, c'est Villes et Villages Fleuris. L'objectif, c'est de valoriser avec des épis pour la surface et des fourchettes pour la restauration collective les territoires et les établissements qui ont des pourcentages au-dessus du seuil. Avec une évolution. Et c'est l'occasion pour nous, avec l'animation du réseau, l'accompagnement des territoires qui sont engagés, de pouvoir, au fur et à mesure de l'engagement chaque année, les aider à améliorer ces pourcentages et donc les aider à grimper, je dirais, dans l'échelle des épis et des fourchettes. Voilà. Une des questions qu'on peut nous poser sur quand on présente le label, c'est TBE, enfin territoire bio engagé, par rapport aux autres labels qui peuvent exister, notamment sur la restauration collective, puisque sur la surface il n'y en a pas, mais à ma connaissance, mais par contre sur la restauration collective, il y a d'autres labels qui permettent de valoriser le travail des établissements. Quelle est la différence? Quelle est la complémentarité? Donc là, on vous a fait un tableau de comparaison entre guillemets. Hein. L'objectif, c'est pas de dire tel label est mieux que l'autre, c'est plutôt de vous montrer quelles sont un peu les complémentarités qui peuvent être faites. Donc avec Mon Resto Responsable et EcoCert en cuisine, donc qui sont portés respectivement par la Fondation Nicolas Hulot et EcoCert, le certificateur, le bureau de contrôle certificateur. Les éligibilités des candidats donc sont un peu différentes puisque effectivement Territoire Bio engagé s'adresse aux collectivités et aux établissements mais sur 2 critères. On a effectivement, je vous expliquerai par la suite, une cotisation payante pour les collectivités, alors que Mon Resto Responsable et EcoCert ne s'adressent qu'aux établissements de restauration collective. L'un est gratuit et l'autre est payant selon un devis. Ensuite, les critères d'éligibilité. Sur territoire bio engagé, si on ne prend que la restauration collective, c'est 20% au minimum. Sur Mon Resto Responsable, il n'y a pas en fait de seuil minimum. C'est un questionnaire d'auto-évaluation. C'est plus une démarche de progression que une labellisation en tant que telle de valorisation. EcoCert en cuisine, par contre, c'est 10% et l'introduction de 10 composantes bio par mois au minimum. Et ensuite, sur le même principe que TBE, il y a une échelle de niveau, je dirais, avec des carottes en représentation. Par rapport aux particularités, donc Mon Resto Responsable, je vous expliquais, c'est un engagement à son rythme, sans demande spécifique sur l'approvisionnement bio. Il est basé sur 4 piliers, le bien-être, l'assiette responsable, les éco-gestes et l'engagement social et responsable, mais il n'est vraiment pas centré spécifiquement sur le bio.
contrairement à EcoCert et Territoires Bio Engagés. Par rapport à EcoCert, là c'est un contrôle réalisé par un certificateur agréé. C'est un contrôle assez lourd. Et dans la volonté d'une démarche de progrès aussi, mais vraiment il est en complémentarité avec Territoires Bio Engagés. Il travaille notamment sur certains approvisionnements. Territoires Bio Engagés, c'est une dynamique au-delà des objectifs réglementaires, un soutien aussi des institutions publiques régionales, puisqu'on est soutenu par la DRAF et la région sur ce projet-là, et une volonté de démarche de progrès. Voilà. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Si vous êtes intéressé, vous pouvez effectivement demander les labellisations sur plusieurs labels. Le label Territoire Bio Engagé, qu'est-ce qu'il apporte? Quels sont les outils qui sont proposés? Donc tout d'abord, c'est un kit de communication. Vous pouvez voir que sur la photo à droite, pour les territoires, il y a un panneau d'entrée de communes, notamment, que vous pouvez apposer donc en entrée de commune. Une charte d'appartenance au label avec un diplôme signé, et puis tout un kit de communication proposé en numérique, mais qui peut aussi être imprimé sur demande en coût supplémentaire. Vous avez donc voilà de quoi mettre vos sites internet, vos conférences de presse, des articles aux couleurs de Territoires Bio Engagés, mais aussi la possibilité de communiquer dans les restaurants ou dans la cuisine que vous encadrez. Par rapport à la remise des diplômes, ce qu'on propose et la volonté, c'est vraiment d'avoir une accroche de dynamique territoriale. Donc c'est une remise de diplôme avec conférence de presse organisée donc en collaboration avec le territoire, avec une invitation du jury, puisque le label il est décerné par un jury composé de la région, de la DRAF et du réseau bio. L'invitation aussi des agriculteurs de la collectivité, bio et conventionnels, les opérateurs de l'aval aussi, notamment ceux qui peuvent approvisionner les restaurants ou les établissements collectifs. Et puis, ça peut être l'occasion aussi de mettre en avant des animations autour de la transition agroécologique ou de l'agriculture de votre territoire. C'est vraiment une opportunité pour vous et pour nous d'animer ces questions agricoles et de transition. Qu'est-ce que ça apporte aussi? C'est un accès au réseau bio, donc un accompagnement, une occasion d'être accompagné sur le développement de l'agriculture biologique. Donc en rentrant dans le réseau de collectivités, vous avez accès à un réseau de professionnels pouvant vous aider à développer vos projets de territoire. Un réseau de collectivités aussi, qui au fur et à mesure du temps aura, je l'espère, s'étoffera. Des événements thématiques régionaux, puisque moi, dans ma fiche de poste, l'objectif c'est aussi d'animer des événements d'échanges, de colloques. On en a notamment fait deux sur la question eau et agriculture biologique au mois de mai. Des conseils minutes en restauration collective sur vos approvisionnements, vos maîtrises de coûts, puisque quand on fait l'instruction du dossier, il y a une étude de tous vos approvisionnements et c'est l'occasion pour nos chargés de mission, comme on vous expliquera par la suite, de pouvoir vous donner des conseils minutes sur vos réflexions d'approvisionnement et d'aller plus loin par une prestation si vous en avez envie. Et puis aussi, c'est l'occasion d'avoir accès à des formations dispensées par le réseau ou d'avoir au moins la connaissance de ces actions-là. Par rapport au coût du label, on a donc une cotisation forfaitaire de 200 € par an pour les collectivités et proportionnelle de 2 centimes par habitant hors taxe, plafonné à 5 000 € par an et non compté pour les communes de moins de 500 habitants. Donc pas de cotisation proportionnelle pour celles de moins de 500 habitants. Dans la région, ça concerne un certain nombre de communes quand même. Donc c'est une cotisation qui est chaque année, puisque le renouvellement de ce label est annuel.
avec voilà la fourniture du coup du kit de communication que je vous ai expliqué juste avant. La déclinaison établissement bio engagé, donc je répète, hein, qui ne concerne que les établissements qui ne sont pas sous compétences communales ou communautaires, est-elle accessible gratuitement avec des supports de communication facturés à prix coûtant. Voilà. Il me semble, voilà. Pour faire sa demande, alors je dirais rien de plus simple, et je vais en profiter pour vous expliquer un peu l'instruction du dossier et les étapes. C'est la création du coup de votre compte sur Territoire Bio Engagé. Vous pouvez créer votre compte, demander votre label. Vous avez un formulaire à remplir avec des pièces justificatives. Donc, par rapport à la restauration collective, les pièces justificatives seront sur les factures, la fourniture d'un tableau récapitulatif mensuel des achats donc totaux de la restauration et des achats bio pour pouvoir vérifier effectivement le pourcentage. Des exemples de menus aussi pour qu'on puisse vérifier un peu et croiser les informations par rapport aux factures, les livres de compte comptables. Voilà. Par rapport à la SAU, par contre, on travaille avec les collectivités pour pouvoir recueillir les surfaces agricoles utiles du territoire, notamment avec des outils cartographiques et du parcellaire, et puis les justifications des certificats bio. L'objectif, c'est que ce soit une complétude de dossier conjointement entre Biocentre et la collectivité. On vous accompagne sur toute cette complétude de dossier pour l'instant. Donc voilà, on reste à disposition. Et puis c'est l'occasion pour les collectivités. Vraiment, c'est important d'avoir une dynamique et une connaissance territoriale auprès de vos agriculteurs et des différents opérateurs de l'aval de votre territoire. Et puis ensuite, une fois que le dossier est complet, la demande est analysée par le jury, qui donc statue sur la validation ou pas. Et puis après la validation du jury, il y a l'obtention du label, la fourniture du kit de communication, et puis l'organisation de cette remise de diplôme. Voilà. Alors, juste avant de passer sur, j'ai vu qu'il y avait 2 questions, j'ai même 4 messages. Waouh. Alors, on a, est-ce que, donc Madame Villa vous demandez s'il y a des exemples d'animation. Alors non, j'ai pas d'exemple d'animation, mais dans ce type de remise de diplôme, mais ça peut être des animations de type buffet, marché, voilà, de producteurs, c'est assez varié, ça peut différer selon la collectivité. Est-ce qu'il est possible d'envisager une communication du label auprès des agriculteurs bio du territoire? Oui, oui, c'est bien le but. Ils sont invités. Ça rejoint la question un petit peu. C'est des questions. Bonjour à tous. Je suis de Fondette et nous sommes en train de rédiger le dossier de labellisation. Et c'est une question d'élus, en fait. Voilà, comment créer du lien et rassembler les agriculteurs bio autour de ce label, en fait. Alors, pour les agriculteurs bio, il y a l'annuaire, en fait, bio qui vous permet effectivement d'avoir les contacts, enfin en tout cas les noms et les contacts. Vous avez déjà commencé à récupérer les certificats. Le GAB donc de Touraine sera à votre disposition aussi pour prendre contact avec les adhérents du GAB en tout cas et pouvoir faciliter la prise de contact et les échanges. Et ensuite, lorsque on aura calé la date, on pourra faire parvenir effectivement les invitations à l'ensemble des agriculteurs de votre territoire. J'espère que ça répond à votre question. Pour la région Centre-Val de Loire, je voulais juste vous faire part de ce que j'ai travaillé moi sur l'éligibilité au niveau des surfaces agricoles utiles des communes de Centre-Val de Loire. Effectivement, sur la question de la restauration collective, on n'a aucune visibilité, donc je ne peux que vous parler de la SAU.
Voilà, donc là vous avez une carte de la région avec en vert plus ou moins foncé les collectivités, enfin les communes qui sont éligibles, qui apparemment sont éligibles à première vue au label territoire bio engagé, avec du vert foncé, plus la collectivité a effectivement 1, 2 ou 3 épis. Donc on voit qu'il y a des territoires qui sont un peu plus, enfin, qui sont plus ou moins propices, je dirais, des petits paquets de communes vertes. Je ne sais pas si vous en faites tous partie, mais en tout cas, voilà, il y a un potentiel de communes éligibles sur la région et on espère pouvoir capter ces communes et les accompagner dans la labellisation. Voilà. Et puis dernière information, c'est les premiers labellisés. Donc le premier jury a eu lieu le 30 avril. On a eu trois labellisés, 2 communes et un établissement. La première commune, c'est donc Marseille, dans le Cher, sur le critère de la surface agricole utile, qui avec 16% a le label plus un épi. La commune de Saint-Just, donc dont Stéphane Garcia est maire et qui va nous faire un petit témoignage par la suite, aussi dans le Cher, dans le sud de Bourges, sur le critère de la restauration collective avec 2 fourchettes. Et puis le lycée Marguerite Audoux, qui est le lycée de Gien, dans le 45, avec une fourchette. Voilà. Alors, avant de passer au témoignage, je vous propose de poser vos questions si vous avez des questions. Pas de questions. Ok. J'ai dû être clair alors. Tant mieux. Je vais laisser la parole à Stéphane Garcia pour qu'il puisse nous faire un témoignage du coup sur la commune de Saint-Just avec leur leur démarche de remunicipalisation de la cantine primaire. Ah, alors pour la personne d'Aloni, effectivement j'ai la liste de toutes les communes éligibles sur le territoire de la région Centre-Val de Loire. La carte est pas très grande, mais je peux effectivement vous le dire en aparté par la suite. Il n'y a aucun souci. Voilà, vous pourrez me renvoyer un mail pour me faire des demandes spécifiques. Voilà. Donc Stéphane Garcia, je vous laisse la parole. Je vous laisse rallumer votre micro parce qu'il était voilà, éteint. Et puis je vous laisse parler. Eh bien, merci Madame Carassé. Donc, bon, je me présente, bon, en tout cas pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Garcia, je suis le maire de Saint-Just depuis 2016 et j'ai été élu en cours de mandat, dans le mandat 2014-2016 et reconduit en 2020. Alors, un bref historique sur ce qui s'est passé sur notre commune en ce qui concerne surtout la restauration scolaire. En fait, nous sommes en regroupement pédagogique intercommunal avec la commune de Soins-en-Septène. Et nos 2 communes appartiennent à 2 communautés de communes différentes. Nous, Bourges Plus, qui est une communauté d'agglomération, et l'autre commune, soit en Septène, qui appartient à la Septène, qui est une Comcom. Et cette Comcom a la compétence scolaire. Donc en fait, du coup, eux gèrent leur partie restauration scolaire et nous gérons la nôtre, puisque à Bourges Plus, nous avons choisi de conserver la compétence scolaire sur Bourges Plus n'a pas. Les maires des communes, en fait, ont préféré conserver la compétence scolaire. Donc, du coup, nous avons toujours la main, en fait, sur la restauration scolaire. Ça, c'est la première des choses. Donc, en fait, à Saint-Just, il n'y avait pas de cantine. Les enfants prenaient le bus tous les midis et pour aller manger à Soie, parce que l'ensemble des services périscolaires étaient concentrés sur Soie-en-Septène. Ce qui veut dire que tous les midis, il y avait des allers-retours entre les 2 écoles et une traversée de la départementale 2076, qui est une des plus dangereuses du département, et avec des coûts aussi également en coût transport, puisque ça coûtait en gros 8 000 € à la région, et finalement, c'était réparti ensuite entre les 3 collectivités. Donc il y avait vraiment des coûts qui étaient liés
à la restauration scolaire méridienne, mais qui n'était pas investi dans la qualité des aliments, mais dans le transport. Donc en fait, c'est aussi à un moment donné l'objet de la réflexion, c'est de l'argent public qui s'avance dans les transports, pourquoi pas plutôt essayer de le mettre dans la restauration scolaire sur site. Ça, c'était le premier point. Second point, c'est que nous avions un bâtiment que nous devions restructurer complètement. Et quitte à le restructurer, essayer d'en faire un bâtiment multimodal, en fait, si je puis dire. Et donc, nous avons décidé d'implanter une cuisine à l'intérieur de ce bâtiment, mais une cuisine pour cuisiner. Et l'idée en filigrane était, en fait, d'implanter une restauration scolaire à l'intérieur, de telle façon à optimiser l'occupation du bâtiment aussi. Donc, c'est ainsi qu'est né, en fait, ce projet de restauration scolaire. Et au fur et à mesure, en fait, de l'avancée des travaux, on s'est dit, quitte à faire une restauration scolaire, autant cuisiner vraiment. Et quitte à cuisiner, autant cuisiner local. Et du local, on est rapidement passé au bio, mais tout de suite, on l'a pensé comme ça, en fait. Et donc, ça s'est transformé en bio et local, puisque après, ça, c'est un parti pris de la municipalité, c'est que pour nous, en fait, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que faire du bio, c'est très bien, mais il faut qu'il soit local, puisque pour nous, ça n'avait pas de sens, en fait, pour tout un tas de paramètres hein, qui peuvent être partagés ou pas d'ailleurs. Et on s'est dit qu'on fait du bio, mais à une condition qu'on arrive à avoir des produits bio, mais locaux. D'accord? Pour vraiment, parce que à l'origine, c'était aussi de concentrer en fait et de valoriser en fait l'agriculture locale. D'accord? Alors local, on s'entend bien, on peut pas tout avoir aussi sur le département du Cher. Donc rapidement, bon bah c'est départements limitrophes également, hein, mais on reste globalement dans la région et je crois que déjà c'est pas mal en fait. Donc comment on est revenu là-dessus? On est revenu, on l'a créé, donc du coup ça n'a pas été au final très compliqué. La grande difficulté c'était de trouver un cuisinier déjà pour la première des choses, chose que nous avons faite. Donc aujourd'hui on a un cuisinier qui travaille à mi-temps, lycée sur l'année scolaire, ce qui fait en gros 7 heures et quelques 7 heures et quelques sur 4 jours dans la semaine et et il fait à manger aujourd'hui pour ça dépend, mais en moyenne entre 30 et 40 personnes, ce qui il n'est pas employé finalement à 100% puisqu'il pourrait monter à 80 à 90 repas jour. Donc comment ça se passe? On passe ses commandes avec la collaboration d'une diététicienne. On élabore les menus 5 semaines à l'avance et ça, c'est lié en fait à une obligation législative qui est de respecter en fait le rythme nutritionnel des enfants en fait, qui est basé sur 5 semaines. Et sur les 5 semaines, ils doivent avoir consommé tel et tel type d'aliments qui apportent d'une part l'ensemble des qualités nutritives nécessaires au développement, mais pas que, aussi, c'est aussi une question gustative, mais aussi de mastication. Donc en fait, c'est pour ça que c'est élaboré toutes les 5 semaines. On se réunit en commission, on élabore les menus avec la participation des enfants aussi, donc c'est un rôle aussi pédagogique. Et ensuite, on commande l'ensemble des denrées que nous avons besoin. Compte tenu en fait des coûts, on travaille en flux tendu, on n'a pas de stock, quasiment pas de stock, et on passe par la plateforme AgriLocal 18 qui met assez facilement en relation les collectivités, et pas que d'ailleurs, et les producteurs locaux. Et en privilégiant évidemment le bio, le local, avant le prix. C'est-à-dire que la note que nous attribuons, elle est ainsi montée. Il y a 30% qui sont pour le local, 30% pour le bio et 40% pour le prix. Ce qui veut dire qu'en fait, nous attachons une importance particulière à la qualité des aliments et à leur provenance plutôt que le prix. Alors, la note est faite comme ça et c'est quelque chose que nous avons décidé en conseil municipal, donc, et ça fonctionne plutôt pas mal.
pour l'instant. Je dis pour l'instant parce que avec la période Covid, on s'est aperçu qu'on a eu énormément de mal en fait à s'approvisionner en produits issus de l'agriculture biologique. Et donc notre pourcentage bio a chuté un petit peu. Hein, donc nous aurions espéré, vous voyez, on est autour de 40% et les autres produits sont locaux. Hein, mais à l'origine, on était dans les premières années, on était plus à autour de 65%. Là, on revient, on a remonté le pourcentage. Donc, je vous espérer que l'année prochaine, on sera labellisé peut-être 3 fourchettes, et ça serait une grande satisfaction, en tout cas pour la municipalité, parce que c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Là, on va augmenter un petit peu puisque on est en train de passer une convention qu'on va signer là début juillet avec un autre groupement pédagogique intercommunal qui est voisin, celui de Vorly-SNC. Et donc, on va fournir en fait les repas préparés en liaison froide à base de produits bio et locaux à ce RPI, ce qui fait qu'on va atteindre à peu près 80 repas jour et on sera à notre capacité de production maximale. Ce qui veut dire qu'on va étendre un petit peu l'esprit bio et ce souci qu'ont aujourd'hui les parents, hein, ça c'est une réalité, de mieux consommer et en tout cas que leurs enfants aient à la cantine un repas plus sain en fait que ce qu'ils pouvaient avoir avant. Avec un coût repas que nous refacturons à 3,50, mais qui finalement, quand on fait la totalité, est plus autour de entre 6,50 et 7 euros, en fonction évidemment de ce que nous commandons à l'année. Donc en gros, ce qui veut dire qu'en fait à l'année, il y a à peu près 6 000 euros qui restent à charge de la commune. Et ça, il faut en avoir conscience, c'est que cette démarche, en fait, elle a un coût pour la collectivité, et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte dès le départ. Et donc après, il y a deux façons de l'envisager. Soit on envisage ça comme véritablement une dépense de fonctionnement négative, ou en tout cas l'élu que je suis a décidé d'interpréter ça comme une dépense d'investissement pour l'avenir et la santé de nos enfants. Et ça, c'est purement un geste politique en fait. Et c'est pour ça que les différents élus que je peux rencontrer quand on discute et quand on partage sur ce sujet, j'insiste bien sur le fait que il s'agit de la santé en fait de nos enfants et pas forcément une dépense de fonctionnement à l'instar de ce qu'on pourrait dépenser en achetant, en florissant sa commune en fait. Vous voyez, c'est pas du tout la même dépense et c'est pas du tout le même objectif à atteindre. Et c'est purement un choix politique. Et ça, j'insiste aussi sur le fait, parce que j'entends beaucoup trop d'élus me dire, ouais, mais Stéphane, c'est pas possible de le faire parce que ça coûte cher. Et moi, je me dis que on peut orienter un petit peu les budgets différemment, et c'est une question de priorité municipale à un instant T, en fait, tout simplement. Voilà. Et donc, c'est en tout cas, c'est le parti pris de la municipalité de Saint-Just. Et pour preuve que ça fonctionne, puisque on va un petit peu le déployer ailleurs, dans d'autres communes. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? La plateforme AgriLocal 18 est facilitatrice, en tout cas pour une commune comme la nôtre, puisque on est assez pauvre en ressources humaines. Hein. Moi, j'ai une secrétaire, hein, donc à plein temps, et on n'a pas les moyens d'avoir un DGS ou ce genre de personnes. Donc du coup, c'est aussi une démarche d'engagement des élus en fait. Hein. Moi, le responsable des achats, c'est mon adjoint. Hein. Donc on commande et en commandant par la plateforme AgriLocal 18, c'est assez simple puisque c'est quelques clics hein, pour faire la demande de denrées et c'est aussi quelques clics pour attribuer le marché. Donc en fait finalement c'est facilitateur. C'est assez facilitateur et d'ailleurs eux également aussi ont une démarche en fait de récompense en tout cas la plateforme AgriLocal au niveau national a une démarche
qui est incitative. Et donc, dès la première année, en fait, nous avons été primés pour être la meilleure école au niveau national en achat de produits locaux et bio sur le territoire. Donc, nous avions eu un prix agri-local. Nous avons été lauréats du premier prix de commande de produits locaux et bio sur l'ensemble du territoire national. Donc, toute proportion gardée, enfin, parce qu'ils ramènent des ratios forcément au nombre de repas faits, servis. Et donc, finalement, parce qu'on commande quasiment les produits la plupart des produits sont commandés sur la plateforme, sauf ceux qui ne nous sont pas proposés. Voilà. On passe sur des marchés publics de gré à gré. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore assez de recul pour faire des marchés à bon de commande, ce qui nous permettrait finalement d'avoir des coûts constants en fait sur les denrées si on pouvait le faire, mais pour l'instant on ne l'a pas. J'espère, avec la convention qu'on vient de passer avec les 2 autres communes, pouvoir passer par ce type de marché de telle façon à descendre un peu les coûts par rapport au quantitatif annuel que nous ferons. Mais en tout état de cause, je suis aussi entré en négociation avec un maraîcher bio proche de Saint-Just, de telle façon à ce qu'ils produisent pour nous en fait. Hein, et lié à un partenariat, parce que si vous voulez, il y a une commune qui a fait ça et qui produit elle-même, mais c'est des communes qui sont à plus grande échelle, et employer un maraîcher à le faire, c'est compliqué. Et nous, c'était pas l'idée de base. L'idée de base aussi, c'était de faire travailler en fait l'agriculture locale et bio, plutôt que nous prendre en charge en fait la production des légumes et des fruits en fait. Voilà. Voilà ce que je peux dire en termes de présentation. J'espère que j'ai été assez exhaustif. Oui, c'est bien. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi est-ce que vous vouliez, enfin, pour vous, quel était l'intérêt d'être labellisé territoire bio engagé? Parce qu'on est ce petit. Ouais, alors. Et même d'accord. D'ailleurs, on peut le dire hein, avec beaucoup de prétention. Je tenais à ce qu'on soit les premiers. Vous voyez, je le dis, Marine. Pourquoi? Parce qu'on a initié cette démarche, en tout cas, d'aller vers, merci, d'aller vers le bio. À ma connaissance, je crois qu'on est une des seules communes du département à le faire hein, au départ, hein, mis à part les communes qui viennent là, et que j'ai rencontrées déjà, hein, qui m'ont demandé quelques conseils, que j'ai renvoyé aussi vers vous. Déjà d'une, oui, parce qu'on est assez fiers en fait de ça, et je crois que c'est important de le montrer que finalement, à l'échelle d'une commune comme Saint-Just, qui représente moins de 700 habitants, hein, si on veut, on peut le faire. Et d'être labellisé, eh bien, c'est aussi publier en fait la démarche. Et c'est aussi une reconnaissance pour le travail qui est effectué, mais aussi une reconnaissance pour les habitants et leur montrer que effectivement, ça coûte à la commune tous les ans. Cependant, derrière, il y a un label de qualité. Je crois que vraiment, moi j'y crois, hein, c'est un label. Je pense que c'est un label de qualité. Et quand on travaille là-dessus, c'est aussi la reconnaissance en fait, quand on est labellisé, du travail qui est engagé. Mais c'est aussi et c'est ça qui est important, c'est aussi de pérenniser. Parce que aujourd'hui, c'est moi qui suis le maire, j'ai cet état d'esprit de faire en sorte que le bio se développe sur ma commune, mais demain, peut-être, je ne serai plus maire. Et à partir du moment où on est labellisé, ça oblige aussi un petit peu les prochains à continuer, parce que de perdre un label, c'est jamais très valorisant pour l'image de sa commune, en fait. Et vous voyez, derrière, il y a plein de choses aussi. C'est aussi d'avoir ce label, c'est de pérenniser les choses à long terme. Okay. Et ma plus grande crête, c'est ça aussi, de le faire. Et c'est aussi une reconnaissance. Et c'est important aussi d'encourager les agriculteurs aussi à peut-être de l'agriculture conventionnelle, passer vers une agriculture biologique aussi,
dès lors qu'il y aura de plus en plus de communes qui seront engagées vers ce label. Vous voyez, c'est au-delà de la publicité qui peut en être faite, je pense que on va plus loin, c'est aussi dans l'esprit de changer les habitudes, tant de consommation que de production. Très bien. Merci, Monsieur Garcia. Alors, j'avais une petite question de Madame Villa qui est intéressée par la participation des enfants au choix du menu. Du coup, elle voulait savoir comment vous faites. Alors, si j'ai bien compris, parce que j'ai quand même instruit votre dossier, j'ai passé un peu de temps, vous avez des enfants qui participent du coup à la commission, c'est ça, au conseil municipal? Vous avez 2 enfants qui sont nommés représentants des enfants. C'est ça. Alors, ouais, c'était parce qu'on s'est dit, tiens, vous savez, dans chaque action, il faut l'évaluer en fait. C'est important d'évaluer à chaque fois ce qu'on a fait sur l'année ou au fur et à mesure de l'année. Et l'idée est venue de se dire, c'est bien joli, on se réunit entre adultes en fait pour choisir, pour faire le point sur les menus qu'on peut proposer. Mais ce qui est d'autant plus intéressant aussi, c'est d'avoir l'avis des enfants parce que c'est eux qui goûtent, c'est eux qui mangent. Et en même temps, on les associe à une démarche citoyenne. C'est-à-dire qu'ils participent à une réunion d'élus avec leurs parents, dans lequel siège le maire ou un des adjoints. Donc, il y a aussi une forme, oui, une forme d'adhésion en fait au système institutionnel. Donc, c'est citoyen, je crois. C'est leur montrer que ça n'arrive pas dans l'assiette comme ça par hasard aussi. Que derrière, il y a du travail, il y a de la réflexion. Et puis, ça développe aussi cet attachement au bien manger. Et donc, du coup, aussi, ils participent, ils deviennent vraiment acteurs, en fait, de ce qu'ils mangent, si je puis dire. Alors, je sais pas si l'image... bon, si, je pense que l'image reflète bien, en fait, ce qui se passe. C'est ça, ils deviennent vraiment acteurs de ce qu'ils mangent, en fait, parce que ils ont l'impression de se dire, bah tiens, bah, aujourd'hui on va choisir le menu pour 5 semaines. C'est comme s'ils allaient au resto, mais sauf qu'ils ne le mangent pas tout de suite. Ils partagent aussi avec le cuisinier. Des fois, ça le remet un petit peu. C'est aussi une question de motivation aussi, parce que des fois, ils disent, bah t'as aimé? Non, j'ai pas trop aimé ça. Je préférais ça. La façon dont tu le fais, c'était mieux. Ou super bon, il faut continuer parce que. Et donc ça, c'est aussi valorisant aussi pour le cuisinier et le personnel qui travaille à la cantine. Et vraiment, ils sont acteurs en fait du dispositif et je les imagine toujours quand ils seront eux-mêmes parents, ils pourront dire ben à mon époque, je choisissais les menus parce qu'on mangeait bio et ben je suis bien content qu'aujourd'hui ça soit toujours le cas. Vous voyez. Et c'est aussi demain des adultes aussi qu'on forme. Alors mais on leur fait prendre conscience à ces jeunes de l'importance de ce qu'ils mangent pour leur santé et pour leur avenir en fait. Et je crois que c'est en les prenant à cet âge-là et les impliquant complètement dans le dispositif qu'on a aussi un rôle, j'allais dire éducatif, mais c'est pas tout à fait ça parce que c'est pas forcément à la collectivité, à la municipalité d'avoir ce rôle-là, mais au moins de les engager dans une démarche d'adultes futurs qui soit plus saine finalement. Voilà. Et juste pour compléter ma question, est-ce que vous avez pensé à faire des contacts entre ces jeunes et les agriculteurs bio pour voir vraiment les produits, discuter, Alors, enfin, oui. oui, alors on a eu du mal. Alors, vous savez, on a commencé la cuisine, c'était en 2000, la rentrée scolaire 2017-2018, je crois, ou 2018-2019. Je sais plus. Ça, c'est pas bien. Je crois que c'est 2018-2019. Je sais plus. Bref. Et donc, la première, en fait, c'est accompagné d'actions pédagogiques avec la diététicienne. D'accord. Et ensuite, il y a eu 2 ans de Covid. Donc là, c'est un problème. Oui, donc on est tous un peu coupés dans nos. Exactement. Alors, ce que je peux vous dire, et vous êtes les premiers à qui je le dis, mis à part les agriculteurs qui vont être impliqués, c'est que le 24, donc c'est jeudi prochain, il y a le chargé de communication du ministère de l'Environnement et de la Transition écologique
qui vient faire un film à Saint-Just. Et on a associé deux producteurs à la démarche. Donc, il va aller filmer chez le producteur. Donc, pour rien, pour pas cacher, c'est à Venem, notre principal fournisseur de lentilles et d'œufs, qui est un producteur biologique qui est converti depuis déjà presque peut-être une dizaine d'années, je crois. Alors c'est la GAEC Giraud, je crois, de mémoire, son nom, et un producteur de crottin de Chavignol. Alors il n'est pas bio, mais c'est un OP, hein, qui viendra aussi avec des chèvres. Ils vont venir à la cantine et puis ils vont partager avec les autres. Alors normalement, sur les actions pédagogiques qu'on devait faire sur les années, normalement il y avait des actions pédagogiques qui se passaient en classe et d'autres actions pédagogiques qui se passaient en fait à la ferme. On n'a pas pu le faire, mais cette année-là, on le fait et on les fait venir en fait. C'était plus facile pour nous. Donc ça va se transmettre comme ça, mais c'est super important de soulever en fait parce que ça fait partie en fait. Il faut vraiment il faut mettre de la pédagogie autour de ces projets, puisqu'ils sont d'autant plus porteurs si on y intègre de la pédagogie. C'est une oui, s'ils voient les choses. D'accord, ok. Merci. Oui. La deuxième occasion, ce sera la remise du label, je pense, en septembre, où là, on pourra effectivement organiser et réfléchir à quelque chose avec la présence des enfants et l'invitation forcément des agriculteurs qui vous approvisionnent sur la cantine. Voilà. On se remettra en contact parce que peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'envergure parce qu'il y a d'autres événements au mois de septembre qui se posent. Donc, je pense que ça sera pas mal. Oui. Et ben voilà, je vous propose qu'on passe à la partie suivante parce que l'heure tourne. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions à les poser dans le chat. Moi, j'enregistrerai le chat et comme ça, on pourra revenir vers vous si vous avez des questions spécifiques. Voilà. Et donc, partie suivante, je vous propose qu'on vous présente l'accompagnement de Biocentre, notamment sur la restauration collective. Donc, on a tout un accompagnement qui est plus global aussi sur la transition agricole des territoires, qui est en cours de construction. Mais voilà, l'action RHD est en développement depuis 2 ans. Et donc, je vais passer la parole à Pascal Volin, mon collègue, qui est cuisinier embauché à Biocentre, qui est donc l'une des 2 personnes avec Laure Amouric, qui travaille sur l'accompagnement des collectivités pour l'approvisionnement bio en restauration collective. Pascal, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, je suis Pascal Volin. Donc je travaillais avant dans un collège du Loiret où je faisais 80% de bio. Et donc j'avais fait labelliser la cuisine par EcoCert et donc on était au niveau 3 d'EcoCert. Donc l'approvisionnement, enfin plutôt le développement de notre stratégie, en fait, elle est en 4 axes. En fait, c'est d'abord se faire connaître, travailler sur les approvisionnements et sensibiliser les convives et élaborer une procédure d'accompagnement. Ça a d'abord été notre boulot. Et puis, donc, se faire connaître, nécessité de faire un état des lieux d'abord de l'existant, c'est-à-dire au niveau de l'établissement, de présenter aussi notre plaquette RHD et l'importance aussi de mettre en avant la spécificité des produits biologiques face à la confusion actuelle que sont la qualité et l'origine. Et puis, on fait aussi de la prospection auprès des communes et des structures déjà engagées, comme Saint-Just, par exemple. Donc, élaborer une procédure d'accompagnement, c'est-à-dire un objectif égal apporter des solutions et non forcément des produits, mais en parallèle, structurer l'offre et l'offre locale et faciliter la logistique. Ensuite, sur la loi Egalim, donc, je peux vous donner les grandes lignes quand même de la loi Egalim. Donc, la restauration collective, toute la restauration collective est concernée, sauf les restaurants administratifs privés, du secteur privé. Donc, un minimum de 50% de produits de qualité et durables au 1er janvier 2022, donc c'est demain, dont au minimum 20% de produits biologiques. Un plan de diversification des sources de protéines,
si vous avez plus de 200 couverts par jour. Donc en dessous de 200 couverts, c'est pas forcément obligatoire, mais c'est fortement recommandé puisque les enfants ont vocation à aller dans d'autres écoles, d'autres structures. Donc forcément, les habituer à d'autres protéines, c'est bien plus intéressant. Expérimentation obligatoire en milieu scolaire, un repas végétarien par semaine ou une alternative végétarienne tous les jours. On doit aussi informer et consulter les usagers sur le respect de la qualité alimentaire et nutritionnelle au minimum une fois par an. Le calcul donc du ratio des catégories de produits doit se faire en valeur hors taxe d'achat en euros de produits alimentaires par année civile et un affichage de la composition des menus pour les collectivités qui le souhaitent. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est fortement recommandé d'afficher la composition des menus. Interdiction des eaux plates en bouteille et des ustensiles en plastique à partir de janvier 2020, du 1er janvier 2020, à usage unique. Interdiction des contenants alimentaires en plastique au plus tard, au 1er janvier 2025. Donc pour ceux qui sont encore en barquette plastique, donc il va falloir qu'ils passent en fait à d'autres contenants style inox, forcément. Et l'expérimentation donc du repas végétarien doit faire l'objet d'une évaluation sur le gaspillage avant le 22 octobre 2020. Donc forcément, il faut avoir fait déjà cette évaluation sur les taux de fréquentation aussi et sur le coût des repas. Ensuite, donc en ce qui concerne les différentes appellations, je ne vais peut-être pas trop vous tout dévoiler parce que ça ne sert pas à grand-chose. Je pense qu'il faudrait mieux un visuel qu'autre chose. Bon, je vais quand même vous dire vite fait, il y a AOC, AOP, IGP, label rouge, bio, et puis il y a origine et qualité. Il y a là aussi la pêche durable, haute valeur environnementale, et les produits fermiers ou produits à la ferme. Voilà. Marine, il y a peut-être des questions? Je laisse les personnes poser des questions si elles en ont. Il n'y a pas de questions sur le chat, en tout cas. Ouais. Voilà. Tu peux continuer si tu veux. Ah oui, c'est moi, peut-être. Ah oui, c'est moi. Donc, c'est pour ça. Effectivement, pardon Pascal. Donc, l'objectif de cette diapositive, un peu, c'était de vous montrer qu'on a bien pris conscience, que Biocentre et le réseau bio avaient bien pris conscience du fait que l'approvisionnement d'une restauration collective, c'était une dynamique globale. C'était pas seulement quelqu'un qui achète ou un gestionnaire dans une cuisine isolée. C'était vraiment trois entités, enfin trois différents niveaux d'implication. Le restaurant collectif ou la société de restauration, mais aussi les acteurs internes, donc les élus, les équipes de cuisine, l'administration, les diététiciens, les enseignants animateurs, les convives, les groupements d'achat ou les acheteurs. Et puis un groupe beaucoup plus large, externe, où là, effectivement, il y a les États et les collectivités, donc tout ce qui va être loi, législation, etc., les agriculteurs, les transformateurs, les grossistes, les plateformes, les distributeurs, les intermédiaires, les parents d'élèves, comme expliquait Monsieur Garcia, les associations aussi. Donc c'est toute une dynamique globale assez complexe dans laquelle il faut que vous, collectivité, enfin acheteur principal, vous y retrouviez. Et c'est pas forcément simple d'avoir cette application de la loi Egalim, le respect au milieu, voilà, de cette un peu nébuleuse d'acteurs. Et donc du coup, l'objectif des outils proposés par le réseau bio, c'est vraiment de croiser un peu tout ça. Donc les enjeux en cuisine qu'on a pu identifier, qui sont le respect du budget, l'approvisionnement, les qualités des matières premières, aussi le plaisir des convives, l'éducation à l'alimentation, la limitation du gaspillage qui peut aussi avoir un impact intéressant, qui est un travail pas forcément simple, mais qui a un impact direct sur le respect du budget, sur la qualité des matières premières, sur voilà, l'éducation aussi, le respect des équilibres alimentaires, avec un croisement des objectifs de la loi Egalim avec ses 50% de produits durables, dont 20% bio, le repas végétarien hebdomadaire,
et aussi les actions de gaspillage. Voilà, quand on mélange tout ça, le réseau bio et Biocentre ont développé une proposition de différents outils qui travaillent sur, donc qui vous permettent de sensibiliser les décideurs, d'avoir un accompagnement individuel, de former en cuisine aussi, avec des techniques et des recettes, l'organisation, le matériel, et ça c'est Pascal qui travaille directement avec les cuisiniers et qui forme, au travers notamment de formations prises en charge par le CNFPT. La mobilisation et l'aide à la structuration des fournisseurs, donc tout ce qui peut être sourcing. Laure et Pascal et les associations départementales identifient effectivement l'ensemble des adhérents et des agriculteurs bio qui peuvent répondre à vos besoins. Des actions de sensibilisation des convives aussi, voilà, pour leur présenter qu'est-ce que l'agriculture biologique, qu'est-ce que le bien manger, qu'est-ce que les repas végétariens, la bonne viande, etc. Et puis des formations qui sont là plus juridiques, techniques, avec des formations aux achats, des aides à la rédaction au marché public, qui peuvent être un frein, on sait, assez important. Donc pour tout ça, on a un catalogue de formations et d'accompagnement qui peuvent vous permettre au départ déjà d'atteindre les objectifs de la loi Egalim si vous les avez pas, si vous les atteignez pas, et par la suite de vous améliorer, d'atteindre les critères du label, des seuils, et puis de monter dans cette fameuse échelle de niveau des fourchettes. Voilà. J'espère avoir tout bien présenté. N'hésitez pas si vous avez des questions. Le catalogue de formation, comme je vous disais, donc il y a les formations peuvent être collectives, donc ça peut être un ensemble de collectivités qui s'organisent pour pouvoir former ces salariés, soit sur les achats, soit sur les cuisines. Ça peut être un accompagnement effectivement sur le choix de matériel, mais aussi voilà, sur l'achat, le sourcing, sachant que vous le savez, cette année, par rapport au plan de relance, avec la mesure 14 d'aide aux petites cantines, il y a un certain nombre de collectivités de la région qui sont éligibles au financement d'actions pour l'approvisionnement bio et local. Donc n'hésitez pas, si vous êtes éligible ou que vous voulez connaître votre éligibilité, il n'y a aucun souci, on peut vous accompagner. Et ce catalogue de formation et d'accompagnement est éligible justement au moins en partie à ce financement-là. Et sinon, il y a la possibilité aussi d'intervention du CNFPT. Voilà. Si vous avez des questions, je suis toute oui. Voilà. J'espère que ce webinaire a répondu à toutes vos questions. Il est 17h08, c'est pas mal du tout. Vous avez en fond d'écran les contacts pour pouvoir nous appeler ou nous contacter, nous questionner. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres échanges? Oui, moi j'ai une question, Marine. Bonjour. Oui, Mylène Thierry, maire d'Épineuil. J'ai une question pour Monsieur Garcia. Je sais pas si... Oui. Voilà, en fait, nous, à Épineuil, on essaye effectivement de préparer des repas avec des produits bio, mais la difficulté que l'on a, c'est pardon, excusez-moi, il y a le téléphone qui s'est mis en route en même temps. C'est de pouvoir trouver en fait des producteurs pour répondre en fait aux menus. Et en fait, on a une difficulté, c'est de créer justement des menus qui puissent intégrer les produits locaux. Voilà. Et donc, je suis très intéressée par votre démarche là par rapport à la diététicienne. En fait, est-ce que la diététicienne, en fait, elle est spécialisée ou comment elle tient compte en fait derrière des produits qui sont disponibles? Alors, c'est une vraie difficulté, ce que vous soulevez. La démarche avec la diététicienne, c'est que, au départ, avec la plateforme AgriLocal, vous avez accès, en fait, à tous les producteurs qui sont inscrits sur la plateforme, hein, tous les producteurs bio, avec ce qu'ils produisent. Donc déjà, d'une part, on sait qui peut faire quoi sur le territoire, et maintenant, en plus, avec le réseau bio,
que je connaissais pas avant la démarche. C'est ça le truc. Peut-être qu'on aurait même, on aurait, on aurait peut-être optimisé beaucoup mieux et si j'étais passé par le réseau bio avant, parce qu'on a fait l'inverse en fait, on a fait du bio, puis après on a dit bah tiens il y a un réseau, bah, si on allait les voir ou ils viennent nous voir, mais vous voyez c'est ça en fait. Et donc avec ce qu'ils produisent en fait, on élabore les menus à partir de ça et on respecte la saisonnalité de toute façon. Donc à partir du moment où on respecte la saisonnalité, vous trouverez de toute façon des produits bio et locaux ou que bio forcément à disposition par le Alors, réseau. ouais, effectivement, Mais il faut respecter la saisonnalité et donc du coup, excusez-moi Madame allez-y. Carassé, mais ce que simplement je voulais dire, le respect de la saisonnalité est une condition sine qua non de toute façon pour trouver les produits. Hein, et pour respecter l'engagement. En tout cas, c'est comme ça qu'on fait à Saint-Just et la diététicienne elle travaille sous ce mode-là en fait. Et souvent, elle a contacté, surtout au début, les producteurs pour savoir si ça et ça et ça serait disponible à telle et telle époque. Je vais laisser Pascal compléter parce que du coup, Donc oui, en fait, ce qui s'est passé, peut-être que comme M. Garcia ne nous connaissait pas, donc il a fait les choses de la manière dont il pouvait le faire. Après, par exemple, au niveau du collège de Loris, là où j'étais, donc moi je n'avais pas de marché public, hein, c'est-à-dire que j'avais 380 repas jour. Et donc, je ne faisais pas de marché public. Par contre, je travaillais en direct avec 14 producteurs différents et j'avais fait une planification avec eux. C'est-à-dire que en fonction de mes besoins, que j'avais repris sur 2 ans, j'avais fait donc un tableau avec tous les légumes que j'avais dedans. Et à partir de ce tableau, les producteurs ont pu mettre en production mes besoins. Et au fil du temps, on a amélioré les choses puisqu'ils m'avaient créé en fait un tableau en ligne. Et à partir de ce tableau en ligne, je faisais les menus 3 semaines à l'avance ou 4 semaines souvent, c'était plus pratique. Et selon la saison, si le légume était prêt, eh ben, je commandais. Et si le légume n'était pas prêt, il y avait d'autres légumes qui pouvaient remplacer donc sur le tableau. Et c'était assez pratique. Faut savoir une chose, c'est que les marchés publics ne sont pas forcément obligatoires en dessous de 40 000 euros. Si vous dépassez un seuil de 40 000 euros d'achat par an, c'est obligatoire d'avoir un marché public, mais en dessous, non. Voilà. Ouais. Après, c'est vrai que une commune où il y a 40 élèves à nourrir, c'est vrai que je m'étonnais un peu mais c'est vrai que bon, si vous avez commencé comme ça, bon, voilà. Alors après, ce qui est aussi possible, Madame Pierrat, vous savez, c'est que nous, le réseau, on peut vous accompagner sur le sourcing et le listing des agriculteurs qui sont proches de chez vous, dans le 18 tout du moins et la région Centre-Val de Loire. Et donc ça peut déjà vous permettre d'avoir effectivement une identification des produits disponibles et des saisons, voilà, qui correspondent. Ça vous permettra de faire un premier travail. Après, dans les accompagnements qu'on propose, il y a des formations sur la composition des menus avec l'intervention d'une diététicienne. Et ça, Laure et Pascal pourront aussi vous donner des références de professionnels qui pourront vous aider. Et voilà, c'est un travail effectivement de croisement des données. C'est pas forcément simple, mais une fois qu'on a la gymnastique, je dirais, en route, ça se fait assez bien. Oui, en fait, nous aussi, notre souci, c'est qu'on ne sert que 25 repas par jour. Donc, c'est là aussi la difficulté et que l'on se trouve l'extrême sud du département. Donc, ouais. Effectivement. Alors après, comme disait Monsieur Garcia, il y a aussi une réflexion qui peut être un peu à une échelle un peu plus large, avec une réflexion avec d'autres communes qui seraient dans la même démarche, si vous en avez autour. Ça peut permettre d'avoir des commandes un peu plus importantes et donc d'intéresser effectivement les producteurs, enfin voilà, d'avoir une marge de manœuvre plus importante auprès des producteurs parce qu'on sait
que la logistique pour les producteurs c'est pas forcément simple et donc ils peuvent pas servir tout le monde, voilà, tout le temps. Et est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Je sais qu'il y a des territoires supra, type Pays des Châteaux, Pays du Giennois aussi qui sont là. Le PNR de la Brenne était là. Est-ce que, en tant que supra-territoire, vous avez des réflexions, des problématiques, des... Bonjour, Xavier Laurière, directeur du Pays des Châteaux. Non, nous, l'idée c'est ça aussi, c'est qu'à cette échelle supra, on puisse relayer au maximum ce type de communication pour toutes les communes qu'on accompagne. Là, on a un groupe de 6 communes qu'on accompagne un peu plus techniquement sur leur approvisionnement local, de qualité, la sensibilisation à l'école, dans les cours dans les cantines comme dans les cours d'école. Et donc, c'est un outil de plus qu'on peut leur mettre en avant pour valoriser leur démarche. Donc, nous, on sera surtout des relais. Et je ne sais pas s'il y aurait du sens à ce que notre territoire cherche à obtenir ce label. Je pense que c'est peut-être plus pertinent que ce soit nos communes, nos 89 communes qui rentrent dans la démarche. Oui, surtout que vous en avez quelques-unes qui sont éligibles chez vous, Xavier. Oui, en effet. Bonjour, je suis complètement d'accord avec les propos du directeur du Pays des Châteaux, que nous, en tant que pays du Génois, on soit relais de ce type de démarche. J'avais plutôt dans l'idée de parler des formations, parce que nous, dans le cadre de la mise en œuvre de notre PAT, on a travaillé justement avec Laure et Pascal. On a réalisé des formations pour intégrer les produits locaux en restauration collective. On avait, je sais plus, Pascal, je crois, 8 restaurants à peu près qui ont été mobilisés. Des formations qui se sont déroulées du coup l'année dernière, qui ont vraiment très bien fonctionné et tellement bien fonctionné que les cuisiniers sont demandeurs d'organiser de nouvelles formations sur d'autres thématiques ou même de refaire des recettes. On a eu de très bons retours et là, pour le coup, au niveau d'un territoire supra, on peut amener à faire ce type de dynamique-là qui a bien fonctionné, nous, chez nous. Très bien, merci. Voilà. Est-ce que d'autres ont des questions? Si c'est pas le cas, je vais pouvoir vous libérer. Je vais vous remercier d'avoir participé à cette première présentation du label Territoire Bio Engagé en région Centre. J'espère avoir des contacts avec vous rapidement sur des demandes de labellisation ou de précision. N'hésitez surtout pas, ce sera un plaisir. Voire des demandes d'accompagnement si vous avez des questions spécifiques. Et puis, je vous propose de nous retrouver lors d'un autre webinaire dans quelque temps. Nous faisons d'autres animations, je dirais. Notamment en ce moment, c'est le printemps bio, donc n'hésitez pas à vous renseigner. Donc, c'est la fin puisque c'est jusqu'à lundi, mais vous renseigner sur les différentes animations portées par les opérateurs de la filière, donc producteurs ou aval. Sur notre site internet, il y a un très beau programme. Et puis, on organise là depuis quelque temps, enfin sur l'inauguration du printemps bio, on a fait une première vidéo en direct live avec Pascal en cuisine. Donc surtout, n'hésitez pas à suivre notre page Facebook pour pouvoir avoir les informations de Pascal en cuisine qui nous a fait un avarin d'agneau il paraît à tomber. Je suis un peu jalouse de ceux qui l'ont testé, qui l'ont goûté, mais voilà. Merci beaucoup à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous.
Le webinaire sera à disposition sur notre chaîne YouTube assez rapidement, j'espère. Dans tous les cas, je vous enverrai le diaporama d'ici demain ou début de semaine prochaine. Donc, vous aurez l'ensemble de nos coordonnées. Et je vous remercie pour votre participation et je vous dis à bientôt.